Le règlement général pour la protection des données personnelles est une émanation, a été rédigée, élaborée par le G29, ce qu'on appelle le G29. Donc ce sont le rassemblement des 29 CNIL, pour faire simple, de l'Union européenne. Donc c'est un règlement européen. Et comme l'a dit Corinne, règlement européen veut dire applicabilité directe sur le territoire de l'Union européenne, sans passer par une loi de transposition, comme c'est le cas pour une directive européenne, par exemple. Donc ce règlement, en fait, est applicable depuis fin avril 2016. On en est là à la fin de la période de transition. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment que c'est applicable maintenant au 25 mai 2018. Donc voilà, on y est. Hein. Voilà. Et ce règlement est parti d'une constatation qu'on peut tous faire, qui est que nos données personnelles sont un petit peu réparties partout, y compris sur le net. Donc ont disparu dans l'espace virtuel que représente le net. Nos données personnelles sont bien sûr au sein de notre entreprise ou de notre administration. Bref, on a des données personnelles qui sont disséminées un petit peu partout. Évidemment, ces données personnelles, en ce qui concerne évidemment le code du travail ou l'employeur, sont nécessaires à l'application du code du travail et tout simplement à payer les salaires ou les traitements des salariés. Donc ces données personnelles, évidemment, sont indispensables à la bonne marche de l'entreprise. Le fichier client, vos fichiers fournisseurs, tous ces fichiers sont composés de données à caractère personnel. Sur la préoccupation des Français, bon là vous avez quelques chiffres. Sur la préoccupation quand même des Français sur le devenir justement de leurs données personnelles. Là vous avez quelques chiffres sur principalement Internet. Donc de plus en plus, on se préoccupe de ce que les grands fournisseurs d'Internet font de nos données personnelles ou les grands acteurs du e-commerce font de nos données personnelles, puisque à chaque fois on achète quelque chose sur Internet, évidemment, il faut créer un compte avec un login, un mot de passe, et évidemment, pour recevoir le produit qu'on commande par Internet, on donne l'adresse, le numéro de portable, etc. Donc ça, évidemment, ce sont des données personnelles. De plus en plus donc de Français ou de citoyens du monde d'ailleurs, il n'y a pas que les Français, se préoccupent un petit peu de savoir où vont déjà ces données personnelles et puis justement qu'est-ce qu'on en fait. On dit toujours que l'RGPD à l'origine visait particulièrement les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il y en a d'autres, Booking, enfin tous les gros de l'e-commerce. Oui, c'est vrai, mais je peux vous assurer que je pense que eux, sauf peut-être Facebook, il y a peut-être une petite préoccupation là-dessus en ce moment. En tout cas, je peux vous assurer que ces GAFAM sont prêts pour le RGPD et seront conformes évidemment au RGPD. Il y a trop à perdre pour eux, sur leur réputation, etc., pour ne pas être conformes au RGPD. Voilà, c'est parti de ça. Simplement, les données personnelles, ce n'est pas seulement, évidemment, ces données personnelles, encore une fois, que les GAFAM ont, mais on en a partout, et donc c'est applicable à tout le monde. Un règlement européen directement applicable, sans transposition, au 25 mai 2018. Donc la nécessité, alors on le verra, peut-être que là c'est un teasing pour une autre intervention, on le verra, ce RGPD est absolument indissociable d'une bonne hygiène de sécurité informatique. Puisque ces données personnelles, il faut les identifier, mais évidemment, il faut les protéger. Il ne suffit pas de les identifier, il faut aussi les protéger. Donc, majoritairement, on peut dire que la dématérialisation est en route largement, et donc une grosse partie de ces données personnelles sont sous forme dématérialisée, donc informatique, et donc il faut évidemment les protéger et avoir une bonne hygiène de sécurité des systèmes d'information. Voilà. Donc il y a beaucoup d'implications et de conséquences évidemment pour les entreprises, pour les administrations, enfin voilà, tous ceux qui ont des données personnelles. Les droits nouveaux, mais ça je laisserai Maître Mangeot en parler largement, des notions vraiment nouvelles pour
pour nous en tout cas français, c'est le droit à l'oubli, c'est le droit de portabilité, tout ça, ça va vous être expliqué. C'est le droit d'information sur la finalité des traitements et sur la violation des données. On va vous en parler aussi. Je vous cadre un petit peu l'intervention. Le droit du consentement fondamental. Maintenant, en principe, on devrait demander explicitement votre consentement à chaque fois qu'on collecte des données personnelles qui vous concernent. On va voir comment avec Maître Mangeot également. Principe de responsabilité, ça effectivement c'est très... c'est aussi nouveau et c'est un des points forts de ce règlement. Pour le responsable du traitement, le responsable du traitement de ces données personnelles, le RGPD prévoit la responsabilité de ce responsable du traitement. On va le voir aussi comment. Voilà, avec une co-responsabilité, je le dis déjà, avec ses fournisseurs ou son fournisseur de services informatiques qui lui aussi a accès aux données personnelles. Donc responsabilité, autocontrôle, on le verra aussi, et co-responsabilité avec son fournisseur de services informatiques. Et puis, alors la grande nouveauté aussi, enfin la grande nouveauté, non, c'est pas vraiment une grande nouveauté. Je ne sais pas si vous connaissiez les correspondants informatiques et liberté, les CIL. Voilà, donc les CIL, si vous connaissiez, vont devenir ce qu'on appelle les DPD ou les DPO en anglais. Vous trouverez aussi l'acronyme en anglais plus souvent que l'acronyme français, qui est le délégué à la protection des données personnelles, tout simplement. Il n'est pas obligatoire dans toutes les PME, les TPE. On va le voir aussi comment cette nouvelle fonction, alors qui existait déjà avec le CIL. Donc si vous avez un CIL dans votre organisation, c'est déjà très très bon signe. Voilà, donc après il faut... mais encore une fois, il y a des conditions. Il est obligatoire dans certaines positions de société et d'autres pas. Alors la grande nouveauté aussi de ce règlement, ce sont les sanctions. Les sanctions qui peuvent être très lourdes, donc de 10 à 20 millions d'euros ou de 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Évidemment, les 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, ça vise justement les gros de l'Internet, notamment les GAFAM. Bon, il y a eu des exemples disons, où la CNIL s'est un petit peu fâchée contre Google et autres Amazon et Apple. Voilà. Bon. Évidemment, la hauteur des sanctions n'était pas du tout proportionnée. Et puis, voilà. Donc là, avec 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, ça va peut-être moins faire rire Google et les gros. On va voir, de toute façon. Après, donc les objectifs. Les objectifs, bon, vous l'avez compris, c'est instaurer un cadre unique. C'est un règlement européen d'application sur le territoire européen. Voilà. Avant, effectivement, nous, on avait la CNIL depuis la loi de 78, informatique et liberté. Différents pays avaient plus ou moins la même chose, mais avec plus ou moins les mêmes dispositions, les mêmes obligations. Et là, avec ce règlement, bien évidemment, on unifie ce nouveau droit sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. C'est aussi, bien évidemment, là vous l'avez compris, renforcer le droit des résidents européens sur la protection des données personnelles. Je dis bien résidents européens puisque c'est encore une fois d'applicabilité territoriale sur l'Union européenne. Les résidents européens sont protégés par le RGPD, quelle que soit leur nationalité. Dire qu'un Russe qui travaille ou qui réside sur le territoire de l'Union européenne peut aussi bénéficier des garanties et des protections du RGPD.
Donc ce n'est pas seulement sur les citoyens européens, on parle de résidents parce que c'est le principe de territorialité d'application. Bon, voilà, renforcer effectivement si on a une uniformisation du droit au niveau Union européenne, c'est créer, renforcer le pouvoir des 29 CNIL, pour faire simple, et créer vraiment quelque chose comme le Comité européen de la protection des données qui va harmoniser, qui va donner des interprétations communes à ce règlement, voilà. Donc c'est toute une juridiction en fait nouvelle, avec de la jurisprudence certainement à venir. Hein. On ne saura pas tout au 25 mai, loin de là. Donc il y a des articles ou des principes qui sont encore un petit peu flous, et donc il y aura de la jurisprudence, voilà. Et on essaye de penser que cette jurisprudence sera harmonisée au niveau européen. Alors, rentrons dans le dur. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Ben, une donnée personnelle, c'est tout simplement une donnée, une information, un élément qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc ça, évidemment, c'est son nom, son prénom, son adresse mail, son adresse postale, son numéro de sécurité sociale, voilà, c'est beaucoup de choses. Ça peut être tout simplement également son numéro IP d'ordinateur. Ça rejoint la traçabilité de notre navigation sur Internet. C'est pareil sur le site de la CNIL. Si vous voulez passer incognito ou de façon invisible sur le net, il y a aussi sur le site de la CNIL des conseils pour éviter d'être un petit peu trop tracé. Donc voilà, ça va. Vous voyez que ça va très loin. Dès qu'il y a un élément susceptible d'être relié à une personne physique, c'est une donnée personnelle. Là aussi, j'imagine qu'il y aura de la jurisprudence pour savoir si telle ou telle donnée est une donnée personnelle ou pas. Mais en tout cas, retenez ça. Alors, le traitement, c'est tous les traitements automatisés ou non. Donc là, on retrouve sur ces définitions, les définitions qui existaient déjà dans la loi de informatique et liberté de 1978. Traitement informatisé ou non, automatisé ou non. C'est-à-dire que vos dossiers du personnel de vos salariés qui sont dans une armoire plus ou moins fermée à clé, sous forme de papier, de dossiers suspendus par exemple, ou de caisses en carton, sont des données personnelles. Donc peu importe que ce soit un fichier électronique, informatique ou du papier, ça rentre dans le champ du RGPD. La troisième définition importante, j'en ai déjà un petit peu parlé, qu'est-ce que le responsable de ce traitement? Qui est responsable du traitement? Donc c'est tout simplement la personne physique ou morale, mais une personne morale est forcément représentée plus ou moins selon les cas, mais par une personne physique. C'est l'autorité publique, donc nous, administration, on est aussi bien évidemment concernés. Le service ou un autre organisme, après on peut descendre un petit peu en dessous, qui seul ou conjointement avec d'autres, donc co-responsabilité avec soit les sous-traitants, les fournisseurs ou d'autres services qui s'occupent aussi des mêmes données, bien évidemment, qui déterminent donc, ça c'est très important, les finalités, les moyens du traitement. Et on rajoutera la durée du traitement. Donc retenez les trois critères on va le voir dans la création des fichiers, les trois critères que vous devez avoir en tête quand vous créez un fichier de données à caractère personnel. La finalité, vous devez donner la finalité, la durée du traitement et les moyens du traitement. C'est fondamental. Et ça, donc, c'est le responsable, souvent le chef d'entreprise, bien évidemment, ou son responsable, son DAF ou son DRH, mais qui agit pour le compte, évidemment, du chef d'entreprise. On va en reparler aussi de ça. Donc, tous les acteurs économiques européens sont concernés dès lors qu'ils ont des données personnelles. Le sous-traitant, je passe vite, j'en ai déjà parlé. Donc le sous-traitant qui peut être co-responsable, c'est celui qui traite les données pour le compte du responsable. Alors ne s'applique pas effectivement, bon ça je vais passer très vite aussi, aux activités non professionnelles, non commerciales d'une personne physique.
Donc quand vous envoyez un mail et vous avez votre carnet d'adresses de vos amis, vos connaissances, vos familles, vous n'êtes pas obligé de créer un registre où vous faites l'inventaire des des avec des données personnelles dedans. Voilà. Et puis, bien évidemment, qui dit données personnelles, identification d'une personne, tout ce qui est données qui permettent des statistiques et qui sont anonymisées ne rentre pas non plus, sous certaines conditions, mais en tout cas, dès lors que la donnée est anonymisée, le RGPD ne s'applique pas non plus. Là, vous avez un petit schéma qui vous situe, qui est très parlant, je trouve très visuel, sur la co-responsabilité. Donc d'un côté, vous avez le responsable de traitement et de l'autre côté, vous avez le sous-traitant qui vous propose un cloud ou un hébergement différent. Ce sont les éditeurs ou les consultants qui viennent dans votre entreprise et qui ont accès aussi aux données personnelles. Conséquence de ce principe de co-responsabilité, il faut absolument que vous relisiez dans l'optique RGPD à la fois vos contrats de sous-traitance, relisez les contrats que vous avez avec les fournisseurs d'internet ou fournisseurs tout simplement d'antivirus ou voilà, enfin tout ce qui est service informatique, relisez. Est-ce que ce fournisseur a accès à vos données personnelles ou non? S'il a accès, je pense notamment à la télémaintenance par exemple, il a forcément accès puisqu'il prend le contrôle de votre micro qui a un problème. Il a forcément accès à toutes vos données, plus ou moins. Là aussi, peut-être que c'est un petit teasing pour une autre intervention sur la sécurité des systèmes d'information. Mais voilà, donc revoyez vos contrats sur les fournisseurs des services informatiques, notamment sur la télémaintenance. Et puis, les assurances, bien évidemment. Vous allez sans doute, ou vous avez déjà été, peut-être interpellé par votre compagnie d'assurance ou d'autres compagnies d'assurance qui vous ont demandé si vous étiez conforme au RGPD ou des consultants qui vous proposent des solutions informatiques pour automatiser tout ce qu'on va vous dire sur l'application concrète de ce règlement. Bien évidemment, les contrats d'assurance, il faut les relire aussi pour voir si les risques justement d'intrusion dans les fichiers contenant des données à caractère personnel sont couverts ou pas. Et ça, évidemment, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel, c'est à vous de voir si voilà, vous prévoyez ou pas de couvrir en fonction des risques et des vulnérabilités. Si vous avez la possibilité ou la nécessité de prendre une assurance qui couvre ces risques. Donc, voilà. Alors, la protection des données. Autre grande nouveauté, deuxième, il y en a trois en fait, grosso modo. Hein, on balaye un petit peu rapidement peut-être. La protection des données se réfléchit effectivement dès la conception du traitement. Donc traitement, c'est création d'un fichier ou d'un dossier papier contenant des données à caractère personnel. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais privacy by design ou privacy by default. Dès lors que vous créez un fichier avec des données à caractère personnel, il faut vous poser la question finalité, durée, moyen. Voilà. Et dès le départ, il faut forcément intégrer les principes du RGPD sur cette création de fichiers. Voilà. Et puis, là j'en ai aussi parlé, c'est le principe de responsabilité et surtout le principe de conformité. Principe de responsabilité, je vous dis, on responsabilise le responsable du traitement. Principe de conformité au règlement, compliance. C'est de plus en plus, on voit de plus en plus ces notions juridiques qui viennent des anglo-saxons sur la compliance,
conformité de telle ou telle organisation, entreprise à certaines réglementations internationales, etc. Le RGPD rentre dans cette logique, c'est-à-dire, en fait, principe de le renversement de la charge de la preuve. Maître Mangeot y reviendra évidemment aussi. Je vous cite un cas concret. Un salarié mécontent ou un client mécontent estime que vous, chef d'entreprise qui est responsable du traitement de données à caractère personnel, n'avez pas pris toutes les dispositions conformes au RGPD. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis dans un document l'inventaire de vos fichiers, quelles sont les finalités, quelle est la durée, quel est le moyen pour le traitement de ces fichiers contenant des données à caractère personnel, et que vous n'avez pas protégé ces fichiers contenant des données à caractère personnel. Il estime que, voilà, vous êtes dans cette situation. Pour lui, la chose est simple. Je caricature un peu, mais c'est pour vous faire vraiment comprendre la logique du renversement de la charge de la preuve. Pour lui, il suffit, entre guillemets, bien évidemment, il faut qu'il argumente un petit peu quand même, de déposer plainte devant la CNIL ou devant le parquet. Son rôle s'arrête là. Vous qui êtes attaqué, vous devez prouver que vous êtes en conformité avec le règlement. Donc, lui, le plaignant, on va dire, l'attaquant, dépose plainte, et vous devez démontrer à la CNIL, en l'occurrence, que vous êtes conforme au RGPD. Donc c'est le renversement de la charge de la preuve, ça c'est la compliance, c'est la conformité. C'est très anglo-saxon aussi. Voilà. Sinon, oui, quand même, les avantages, j'y viens. Donc évidemment, être conforme au RGPD, c'est se prémunir contre les contentieux et pouvoir justement se défendre et montrer qu'on est en conformité, donc c'est important. Alors oui, meilleure image pour l'entreprise. Alors effectivement, j'entends beaucoup de PME voire de TPE qui me disent oh là là, c'est encore quelque chose qui nous tombe dessus, ça va pas nous impacter, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Puis de toute façon, on va attendre les décrets d'application, les instructions, etc. Non, il n'y aura pas de décret d'application, bien évidemment, puisque encore une fois, c'est un règlement d'application directe. Et donc voilà. Pour moi, alors évidemment, il y a des désavantages. Mais c'est pour ça que j'ai mis quand même une diapo sur les avantages pour l'entreprise. Ça va forcer, quelque part, ou encourager, inviter les entreprises à mieux prendre en compte, justement, les données personnelles qu'elles ont chez elles. Et réfléchir à une utilisation de ces données personnelles. Est-ce que vous avez certainement des données personnelles un petit peu, ce qu'on appelle les non structurées, dire vous en avez au service RH, vous en avez au service maintenance, vous en avez bien évidemment au service comptable pour payer la facture des fournisseurs, et vous en avez au service marketing, communication, etc., etc. Donc toutes ces données-là, peut-être que vous ne les utilisez pas comme elles devraient être utilisées, en ce sens que c'est une richesse pour vous, c'est une information stratégique pour l'entreprise. Et donc, je pense que le RGPD va vous faire réfléchir à comment peut-être utiliser mieux ces données. Et puis évidemment pour la réputation de l'entreprise, alors ça, bon, c'est vrai que les PME sont peut-être pas forcément en ligne de mire tout de suite, mais une entreprise conforme au RGPD, voilà, c'est quand même mieux pour la réputation commerciale de l'entreprise. Surtout si elle fait du marketing, du profilage de ses clients, etc. Bon, là c'est voilà, c'est un petit peu spécifique, mais justement, pensez-y au profilage de vos clients. Peut-être que du point de vue marketing et action commerciale, il y a quelque chose à faire et pour améliorer. Bon, bonne réputation, confiance, etc. L'entreprise est soucieuse de la vie privée de ses clients, de ses fournisseurs. Voilà.
Là, je pense qu'on va commencer à voir des éléments de langage, comme on dit dans notre jargon, des grands de l'e-commerce sur, voilà, nous prenons en charge la protection de votre vie privée, nous sommes conformes au RGPD. Ça va être forcément un argument de vente et de marketing sur les clients. Forcément. Ou alors, il serait bien idiot de ne pas s'en servir. Alors oui, pour les PME, TPE, sans doute, peut-être que c'est le cas déjà maintenant, quand vous êtes sous-traitant d'un grand donneur d'ordre, d'un grand groupe, sans doute que incessamment sous peu, ils vont vous demander d'être conforme au RGPD. Parce que les grands groupes sont très visibles. Et donc, un fournisseur de leur part qui ne serait pas conforme au RGPD, ça va un petit peu les chagriner, pour pas dire autre chose. Donc, forcément, les sous-traitants, on va vous demander, enfin, les grands donneurs d'ordre, comme on dit, vont vous demander d'être conforme au RGPD. Les données personnelles sont une information stratégique. Ça peut augmenter la valeur de l'entreprise, puisque toute information ou tout traitement ou tout élément qui ne serait pas conforme au RGPD n'est pas commercialisable, n'est pas transmissible ou n'est pas cessible. Et donc ça peut faire un petit peu chuter la valeur de votre société si on prend en compte évidemment la valeur de l'information stratégique. Voilà, alors pour faire une transition avec ce qui a été dit par Madame Chauder, qui a fini son intervention sur les avantages pour l'entreprise, je vais aller un petit peu sur cette même lignée avant d'aborder les obligations, pour pointer sur un véritable avantage qui va se présenter à votre entreprise, qui est une simplification mise en œuvre par le RGPD et qui n'est pas des moindres. C'est que désormais, c'était dit, et on l'a vu passer dans les slides de Madame Chauder, toutes les déclarations préalables qui devaient être effectuées auprès de la CNIL sont supprimées. Donc si vous étiez déjà des responsables de traitement, et il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas, et si vous étiez conforme au droit qui existe actuellement, le droit constant qui est le droit émanant de la loi informatique et liberté de 1978, vous aviez l'habitude, à chaque fois que vous mettiez en place un nouveau traitement de données, de faire des déclarations préalables à la CNIL. Alors, qui étaient variables en fonction de la sensibilité, de l'importance du traitement. Si c'était un traitement relativement classique, par exemple, je mets en ligne un site de e-commerce, vous aviez une norme simplifiée de la CNIL qui permettait ça, la norme simplifiée 48, c'était la même pour les prospects, pour les fichiers clients, par exemple. Donc on avait une simple demande, enfin une simple obligation d'information à la CNIL. Si c'était un petit peu plus important, notamment un peu plus sensible, vous avez une demande d'avis à faire à la CNIL. Et puis si vraiment on était sur des données sensibles de type médical, par exemple, voire de type pénal, eh bien on était là face à une demande d'autorisation de la part de la CNIL. Tout ça, ça disparaît. Et c'est quand même un point important, parce que déjà c'est une démarche en moins à faire, et c'est aussi tout à fait symptomatique du changement de philosophie du RGPD, qui, comme l'a très bien dit Mme Chauder, est une logique de responsabilité. On vous enlève des démarches, mais par contre, on va vous demander un certain nombre de comportements, on va vous demander de satisfaire un certain nombre de choses en responsabilité. Alors justement, c'est les obligations qu'on va voir maintenant. On va voir, dans l'ordre, les obligations techniques et organisationnelles que vous allez devoir mettre en œuvre dans vos structures. Ensuite, on verra les obligations d'information, qui ne changent pas trop par rapport à ce qui existe actuellement, mais c'est toujours bon d'en remettre une couche. Et puis on verra également tout ce qui concerne le fameux DPD, le délégué à la protection des données, et surtout dans quel cas il est obligatoire pour savoir si vous êtes évidemment concerné ou pas. Donc pour commencer sur ces obligations techniques et organisationnelles, il y a une obligation. Et j'allais dire, s'il y a une obligation que vous devez retenir en sortant de cette salle, c'est celle-ci, parce que je suis à peu près certain qu'elle va s'appliquer à tout le monde. Et on va le voir. Cette obligation, c'est quoi? C'est tout simplement une obligation de tenir un registre de vos traitements. Voilà. Ce registre, principe
très simple de registre. Vous allez lister vos traitements et à chaque fois, vous allez donner les caractéristiques de votre traitement. Sa fiche d'identité à son traitement. Ce traitement, de quoi il s'agit? Voilà. Qui est le responsable du traitement? Il y a une grande chance que ça soit vous, enfin quand je dis vous, société, personne morale. Les finalités de ce traitement. Pourquoi je le mets en œuvre? Quelles sont les catégories de personnes concernées? C'est qui? C'est vos clients, c'est vos salariés. Voilà. Quels sont les destinataires? C'est-à-dire qui, dans votre structure, dans votre société, nominalement, va pouvoir accéder à ces données collectées. Est-ce que vous voulez transférer ou est-ce qu'il y a une possibilité, une susceptibilité qu'elle soit transférée dans un État tiers, c'est-à-dire un État en dehors de l'Union européenne? On verra tout à l'heure que ça pose un certain nombre de problématiques. Autant on peut faire ce qu'on veut dans l'Union européenne, c'est normal, on a tous le même texte. Autant, une fois qu'on sort de l'Union européenne, les choses se compliquent un petit peu. Quel est le délai de conservation ou le délai pour l'effacement? Et puis une description des mesures de sécurité, s'il y a mesures de sécurité. Vous imaginez bien que collecter simplement des coordonnées de personnes physiques, c'est pas tout à fait la même chose que si je collecte leurs coordonnées, que je mets en plus le numéro de la carte bleue, que je mets en plus le régime spécial auquel ils veulent avoir droit à la cantine, ou que je mets des rapports et des données médicales. Voilà. Ce registre, vous avez un modèle qui est très bien fait, je vous le dis tout de suite, sur le site de la CNIL. Voilà. Donc, qui est un modèle assez classique, mais vous pouvez d'ores et déjà y avoir accès. Je vérifiais encore hier, il est facilement accessible et il est assez bien fait. Alors ce registre, il doit être tenu à disposition de la CNIL, c'est-à-dire que ce registre, vous le faites déjà pour vous, en réalité. Et en plus, c'est une bonne façon de faire parce que ça va vous permettre de cartographier vos différents traitements, de voir là où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas bon, là où vous devriez remettre des mesures de sécurité un peu supplémentaires ou pas. Donc déjà pour vous, c'est bien. Et en plus, c'est une obligation et ça doit être tenu à disposition de la CNIL. Comme il n'y a plus de déclaration préalable, c'est l'autre versant. Vous dites plus à la CNIL ce que vous faites a priori, donc a posteriori, si la CNIL veut vérifier ce que vous faites, vous êtes en capacité de mettre à sa disposition un registre. Alors il y a des exceptions, mais vous réjouissez pas trop vite, parce que ces exceptions, effectivement, si on commence à lire, moins de 250 employés, c'est bon, on est dans l'exception, pas du tout. Vous voyez qu'il y a un système de double négation un peu subtil, et j'ai notamment mis en gras, cette obligation ne s'applique pas si on a moins de 250 salariés, sauf si le traitement n'est pas occasionnel. Alors là, franchement, un traitement qui n'est pas occasionnel, il faut déjà se lever tôt, parce que comme l'a dit Madame Schroeder, la notion même de traitement telle qu'elle est définie dans le RGPD est une notion ultra extensive. Le simple fait de conserver des données, c'est déjà les traiter. Donc mon avis et mon conseil, c'est que s'il y a une obligation auquel il faut satisfaire, à laquelle il faut s'astreindre, c'est celle du registre. Et encore une fois, vous avez un modèle qui est très bien fait sur le site de la CNIL. Je passe à une autre obligation qui est là une obligation de sécurisation. Alors qu'il y a une obligation qui va pouvoir vous paraître un peu plus abstraite, un peu plus vague, tout simplement parce que c'est une obligation générale que pose le RGPD. Il ne faut pas attendre du RGPD qui vous donne le mode d'emploi précis au cas par cas pour chaque type de traitement. Évidemment non, c'est un règlement général, le G de RGPD, qui s'applique dans toute l'Union européenne. Donc vous voyez bien que c'est avant tout une logique de règlement cadre, et le RGPD va simplement vous donner des pistes. Il fixe des grandes obligations, mais après, c'est encore une fois votre responsabilité d'adopter le bon comportement et d'adopter la bonne mesure appropriée à votre traitement et à la sensibilité de ce traitement. Et le RGPD va vous donner des pistes, il va vous mettre un panel d'options. Il dit si c'est nécessaire, si vous l'estimez nécessaire dans votre rôle de responsable de traitement, eh bien vous pouvez mettre en place des processus de pseudonymisation ou de chiffrement, de mise en place de mesures de confidentialité, de cryptage. Le tout testé, analysé, évalué régulièrement. Alors évidemment, encore une fois, la logique qui est à l'œuvre, c'est une logique de proportionnalité. On ne vous demande pas de mettre en place des mesures de sécurité d'un degré ultra élevé, ultra complexe sur vos fichiers clients. D'accord ? Encore une fois, ce n'est pas tout à fait la même chose de collecter des données d'ordre médical et pénal ou simplement des coordonnées des personnes. Sauf que on ne vous dira pas
ce qu'il faut faire, c'est à vous de mettre le bon curseur. Accompagné, si besoin, et conseillé par des experts, voire par la CNIL, mais c'est à vous d'évaluer votre risque. Autre obligation qui est une vraie nouveauté du RGPD, c'est une obligation, je dirais, de publicité, de communication, à partir du moment où les choses vont mal, c'est-à-dire que votre traitement a été hacké, c'est-à-dire qu'on a violé tout ou partie d'un ou de plusieurs de vos traitements de données à caractère personnel. Alors évidemment, c'est une nouveauté parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand on a ce genre de mauvaises nouvelles qui arrivent, le premier réflexe, c'est évidemment de ne pas en parler, de garder ça pour nous, de mettre en place les mesures de réparation nécessaires et de surtout mettre ça sous le tapis. Et c'est effectivement ce qui se passait. Vous voyez que dans l'actualité, laquelle est régulièrement défrayée par la chronique sur ce genre de choses, le dernier exemple en date, c'était l'exemple d'Uber, où pendant 2 ans, Uber a caché, et c'est seulement 2 ans après la faille, que l'on s'est rendu compte de l'étendue des dégâts. Et bien fort de ces différents faits qui ont marqué l'actualité, on pourrait parler de Darty, La Redoute, Orange, etc. Nous avons maintenant une obligation, le responsable de traitement a une obligation qui est une obligation de communiquer dès lors qu'il y a eu une violation mineure d'un de ces traitements de données à caractère personnel. Cette obligation, elle se fait tout d'abord par rapport à la CNIL. Il s'agit de communiquer rapidement à la CNIL, dans un délai de 72 heures. Même si évidemment, dans les premières 72 heures, vous n'êtes peut-être pas en capacité d'évaluer totalement l'étendue des dégâts. Mais il faut que la première communication se fasse dans ce délai de 72 heures, quitte ensuite, dans une démarche de dialogue avec la CNIL, d'échange d'informations, à communiquer sur ce que vous constatez au fur et à mesure que vous prenez conscience de la faille dont vous êtes victime. Le sous-traitant est aussi impliqué, ça revient à la logique de co-responsabilité qu'expliquait tout à l'heure Madame Chauder. Le sous-traitant, lui aussi, si ça se passe chez lui, cette violation, eh bien, il a évidemment l'obligation de communiquer, alors pas directement à la CNIL, mais de communiquer à vous, responsable de traitement, responsable à qui revient l'obligation ensuite de communiquer pour sa part à la CNIL. Alors, cette obligation, elle est encore renforcée si on a un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. Alors là aussi, c'est des notions qui parsèment un petit peu le RGPD, ces notions de risque élevé pour les droits et libertés, alors qui nous embêtent un peu parce que c'est quand même difficile à percevoir, quoi. À partir de quand est-ce qu'on est dans un risque élevé pour les droits et libertés des personnes? Vaste question. Mais comme, encore une fois, le RGPD est un texte général, on est obligé de se retrancher derrière ces notions un peu vagues qui veulent dire tout et... j'allais dire tout et n'importe quoi. Non, mais tout et son contraire. Vous imaginez bien, là encore, que c'est en fonction de la sensibilité des données qui sont traitées. C'est pas tout à fait la même chose quand vous avez un traitement de données à caractère personnel avec les numéros de carte bleue qui sont sur la place publique du jour au lendemain parce qu'on a hacké votre traitement. Donc dans ce cas-là, s'il y a un risque vraiment élevé pour les droits et libertés des personnes, vous devez contacter non seulement la CNIL, certes, mais les personnes concernées. Donc là, ça devient tout de suite moins drôle. Parce qu'imaginez, vous avez collecté des données aux personnes et vous devez en plus leur dire « Ah bah désolé, on n'a vraiment pas été bon sur ce coup-là parce qu'on a craqué notre traitement de données, on n'a pas été en capacité de les sécuriser et maintenant vous avez vos données qui se baladent un peu partout sur le net. » Et si ça concerne vraiment des milliers de personnes, alors là, c'est l'effet massue. Si c'était vraiment impossible de devoir prendre son petit téléphone et d'appeler tout le monde, eh bien, il faut tout simplement le rendre public. Donc faire un beau communiqué, mea culpa total, autoflagellation, oui, notre traitement de données à caractère personnel a été complètement hacké, on en est bien désolé, mais voilà, on n'a pas été bon. Alors, autre obligation, qui est une obligation là qui va moins, potentiellement moins nous concerner. Autant je vous disais, le registre, il faut le faire. L'analyse d'impact, là on passe à un degré supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement on collecte des données, mais là c'est des données qui vont être dans le cadre d'un traitement à grande échelle et qui vont être
un type de traitement, un type de collecte qui va vraiment avoir un impact potentiellement sur la vie privée, en tout cas qui va être une collecte suffisamment pointue pour ne pas se contenter de données en tant que telles, mais on va aller au-delà sur des aspects physiques, physiologiques, voire psychologiques, comportementaux des personnes. Donc comme on est sur des collectes de données qui vont avoir un impact fort sur les personnes, on va demander en plus du registre d'avoir recours à une analyse d'impact. Alors là aussi c'est un petit peu compliqué de vous dire oui vous êtes dedans, oui vous n'êtes pas dedans dans cette obligation. Puisque, on le voit, j'ai repris la terminologie d'ailleurs du RGPD, c'est dès lors qu'on est dans une évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels. Autrement dit, le profilage. Quand on est un traitement de données à grande échelle et que ce sont des données sensibles. Quand on est dans une surveillance systématique d'une zone accessible au public. Alors pour vous donner quelques exemples, j'ai relu pour préparer un petit peu les dernières lignes directrices qui sont sorties sur le sujet, qui sont en français en plus, parce que la plupart sont en anglais. Mais sur l'analyse d'impact, on a des lignes directrices qui sont pas mal faites et sur lesquelles on a plusieurs exemples. Alors, un institut médical qui va faire des batteries de tests sur différentes personnes d'ordre génétique. Là, clairement, on est dans le cadre de l'obligation d'analyse d'impact. Je vous donne ces exemples-là pour que vous voyez un petit peu à partir de quel moment on est sur des données vraiment sensibles qui nécessitent une analyse d'impact. Un traitement de données qui consisterait à relever les plaques d'immatriculation sur une route pour analyser les comportements routiers ou autoroutiers. Ça, on est dans du traitement suffisamment sensible pour nécessiter une analyse d'impact. Mais à rebours, le médecin libéral, généraliste, qui tient son fichier client, y compris avec donc des données médicales associées à ces fichiers clients, eh bien, ne fait pas partie de cette obligation d'analyse d'impact. Donc vous voyez que la frontière est ténue. De la même façon, un avocat qui tient son fichier client, y compris avec des données d'ordre pénal, de condamnation, n'est pas non plus astreint à cette obligation d'analyse d'impact. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques exemples et pour que vous puissiez aussi les adopter, les confronter à votre propre situation. L'analyse d'impact est obligatoire quand même dans des cas assez pointus. Voilà. Ou si vous mettez en place une nouvelle technique particulièrement intrusive de collecte de données. Alors je vais aller assez vite sur l'analyse d'impact. En fait, c'est un super registre, quoi. Donc vous devez reprendre les données qu'il y a dans votre registre, mettre en plus une justification du nouveau traitement que vous mettez en place. Pourquoi ce traitement-là? Pourquoi va-t-il avoir un impact particulier sur les personnes? Donc le justifier. Et puis justement, inclure une évaluation des risques sur les personnes concernées et les mesures envisagées pour faire face aux risques. Là aussi, bon, on doit aller très vite ce matin, mais je vous renvoie, il y a un guide de la CNIL assez étayé en termes d'analyse d'impact et qui est pour l'instant un peu notre Bible en la matière. Alors les autres obligations, c'est des obligations qui ont été aussi évoquées par Madame Chauder. En fait, ce sont de nouveaux droits qui sont donnés aux personnes physiques, aux consommateurs. Donc qui dit droit d'un côté, dit obligation d'une autre. Les nouveaux droits, or qui sont des droits qui peuvent paraître un peu gadget, on verra à l'usage ce qu'il en devient, c'est un droit à la portabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous faites l'objet, vous consommateurs, cette fois-ci, d'une collecte, vous pouvez demander à la personne, au responsable de traitement qui a collecté ces données, de vous les retourner sous forme d'un fichier informatique classique, par exemple Word ou Excel. Et mieux, vous pouvez demander à la personne qui a collecté de directement transmettre ces données à un autre responsable de traitement. Je vais prendre un exemple tout simple parce que ça a été fait avant tout pour ça. Vous inscrivez à un réseau social, vous inscrivez à Facebook. Le lendemain, vous voulez vous inscrire à Twitter. Au lieu de re-remplir tous les champs concernant vos données personnelles, vous dites « Monsieur Facebook, ça serait bien que vous transfériez directement mes données à Monsieur Twitter. » Ok, très bien, c'est dans le RGPD. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu gadget. Bon, c'est pas ça qui va révolutionner notre politique en matière de données personnelles. Et puis une autre obligation qui va être une obligation maintenant de distinguer
entre les personnes auprès desquelles on collecte des données, soit qu'elles soient majeures numériquement ou mineures numériquement. Donc on introduit une notion de majorité numérique. C'est-à-dire que si on est mineur numériquement, eh bien c'est le représentant légal qui devra consentir à la collecte de données. Après, je ne vous dis pas, la mise en œuvre, c'est autre chose. Hein. Comment savoir que derrière l'écran, c'est le représentant légal ou l'adolescente de 14 ans, c'est un autre souci. Mais en tout cas, le responsable du traitement doit mettre en place cette distinction de consentement entre majeur et mineur numériquement, sachant que le RGPD laisse un petit éventail de choix aux États membres, entre 13 et 16 ans. Ça n'a pas encore été fixé en France, je crois, je parle sous votre contrôle. Voilà. Donc la majorité numérique en France n'est pas encore fixée. C'est pas non plus grand débat. Vous aurez remarqué que ça fait moins débat que la majorité sexuelle, par exemple. Et, ça passera. Donc voilà pour les obligations techniques et organisationnelles majeures. Ok. On va maintenant passer aux obligations d'information. Alors là, c'est pas du nouveau. Ça existe, et ça existe depuis 1978 avec la loi informatique et liberté. C'est reconsacré par le RGPD. La logique est la suivante. C'est-à-dire que Mme Schröder vous a dit, la personne auprès desquelles on collecte des données, elle doit consentir à cette collecte. C'est fondamental. Une collecte de données, pour qu'elle soit licite, il faut que la personne consente. Soit qu'elle consente directement, parce qu'on lui a dit « je vais collecter les données, est-ce que tu consens ?» Soit qu'elle consente indirectement, parce que cette collecte est prévue, ou ce traitement est prévu dans un contrat. Cas typique, vous allez sur un site e-marchand, quand vous vous inscrivez, on vous propose des conditions générales d'utilisation et de vente, qu'on ne lit jamais, évidemment. Mais si on les lisait, normalement, si elles sont bien faites, nous découvririons une clause de données personnelles où on nous expliquerait ce qu'on collecte et le consentement à ces conditions générales entraîne le consentement à la collecte. Donc soit c'est un consentement direct, soit c'est un consentement indirect par voie contractuelle. Mais qui dit consentement dit que ce consentement évidemment doit être éclairé. On vous dit pas juste « ah, on vous collecte les données ». Non, on doit vous expliquer tout un nombre de choses. Et ces choses-là, ce sont justement les informations que le responsable de traitement est obligé de porter à la connaissance des personnes auprès desquelles il collecte des données au moment de la collecte pour éclairer le consentement. Ces informations, c'est grosso modo les informations que vous devez fournir dans le cadre de votre registre. En fait. C'est à chaque fois la même chose. C'est la fiche d'identité un petit peu de votre traitement. Donc, pourquoi on vous collecte, la finalité de ce traitement, durant combien de temps on vous collecte les données, qui va y avoir accès, la durée de conservation, évidemment, et s'il y a des transferts de données en dehors du territoire de l'Union européenne. Alors ça, déjà, on doit déjà y satisfaire. Alors, ensuite, certes, on informe les gens sur le traitement en tant que tel, mais on les informe aussi sur leurs droits. Oui, certes, il appartient à chacun de ne pas ignorer la loi, n'empêche qu'on ne lit pas le RGPD ou la loi informatique et liberté tous les soirs. Donc c'est toujours intéressant qu'au moment où on vient collecter des données, on soit en conscience des droits que l'on pourra exercer. Puisque, quoi qu'il arrive, nous aurons toujours des droits sur nos données personnelles. La personne qui voit ces données personnelles collectées a des droits dessus. Ces droits, c'est des droits d'accès, des droits de rectification, d'effacement, des droits de s'opposer au traitement, des droits à la portabilité. Ça, c'est une nouveauté, par contre, qu'il va falloir rajouter dans les clauses si vous en avez. L'existence du droit de retirer son consentement. À tout moment, on peut s'opposer à la collecte, on peut récupérer ces données, on peut y accéder, on peut les rectifier, on peut demander leur effacement. Le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL si ces droits sont méconnus. Et puis, si on est dans le cas particulier d'un profilage, c'est-à-dire qu'on va collecter des données pointues sur votre comportement, votre psychologie, etc., eh bien, on doit porter à la connaissance de la personne la logique de ce profilage. Pas simple en pratique, mais l'obligation est là.
Alors, je passe ensuite à ce fameux délégué à la protection des données, qui a été évoqué par Madame Schröder, et qui est le digne héritier du correspondant informatique et liberté qui existe depuis 2004. 2004, transposition dans la loi informatique et liberté de la directive de 1995. Il a fallu 9 ans, mais on a réussi. Et notamment, une des nouveautés, c'était le correspondant informatique et liberté, qui avait cet avantage-là. Je ne sais pas si certains connaissent ou ont d'ores et déjà un correspondant informatique et liberté. Le gros avantage à l'époque, jusqu'au 25 mai 2018, c'était que si vous aviez un correspondant informatique et liberté dans votre société, vous étiez d'ores et déjà dispensé de toutes les déclarations préalables à la CNIL. Donc d'ores et déjà, si vous aviez un SIL, c'était bon. À partir du 25 mai, je vous l'ai dit, de toute façon, pour tout le monde, ça disparaît, les obligations de déclaration préalable. Donc, l'avantage d'avoir un SIL est un peu amoindri, sachant que le SIL, c'était une simple faculté, ce n'était pas du tout une obligation. Donc ce qui change, c'est que comme un petit peu moins d'avantage d'émulation à nommer un SIL, cette fois-ci, le DPD va devenir obligatoire dans certains cas. Alors c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il va falloir savoir dans quel cas est-ce que le DPD devient obligatoire ou pas. Et ça a engendré beaucoup de débats dans la formation du texte final du RGPD. Parce qu'au tout début, on reprend un petit peu l'histoire de l'élaboration de ce texte, au tout début, on s'était dit, on va donner des chiffres, des seuils. Au-delà de temps d'employés dans la société, on devra mettre un DPD. Débat, ah non, c'est pas si simple que ça, ok. Donc après, on a donné un chiffre qui était à partir de temps de données traitées. Ah bah non, c'est pas si simple, etc. Donc pour trouver un consensus, et vous savez comment c'est, on en revient souvent au plus petit dénominateur commun, on s'est donné des notions, alors qu'il va falloir qu'on explicite un petit peu. C'est-à-dire que ce DPD, il devient obligatoire pour un organisme public, bon ça c'est bien, surtout ce qui va nous intéresser, pour un organisme dont les activités de base consistent en des opérations de traitement, ou qui exige un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. Alors, dans la slide d'après, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble ce que ça recoupe, ces notions. Dans tous les autres cas, on peut toujours évidemment désigner un DPD, mais celui-ci sera facultatif. Alors l'activité de base, c'est vraiment l'activité principale. Et quand on reprend les lignes directrices du G29, là, le fameux groupement des différentes CNIL européennes, nous explique bien que c'est l'activité principale. Ce qui veut dire que si les traitements que vous entretenez, que vous exploitez, sont annexes à votre activité, théoriquement, vous n'êtes pas dans le champ de l'obligation de nommer un DPD. Je dis bien théoriquement parce que si on va dans le détail des lignes directrices actuelles du G29, on nous explique qu'en fait, c'est un peu plus subtil que ça, parce que si le traitement de données à caractère personnel est indispensable à mener à bien votre activité principale, alors vous êtes susceptible de rentrer dans le champ d'application, enfin dans le champ d'obligation du DPD. Voilà. Exemple, un hôpital, clairement un hôpital, c'est pas son activité de base de faire du traitement de données à caractère personnel. Son activité de base, c'est de soigner les gens. Très bien. Sauf que, nous expliquent les lignes directrices, pour faire son activité de base qui est de soigner les gens, il est indispensable que l'hôpital exploite un traitement de données à caractère personnel. Dans ce cas-là, il rentre dans l'obligation de nommer un DPD. Voilà. Mais notre médecin libéral, je reprends l'exemple de tout à l'heure, lui, ne sera pas dans l'obligation, et heureusement, et on comprend, de nommer un DPD pour son activité. Donc vous voyez, on est sur aujourd'hui des obligations, des champs d'obligation, des limites d'obligation qui sont encore assez floues. Alors évidemment, la CNIL nous dit, dans le doute, on ne s'abstient pas et on nomme un DPD, sauf que bon, c'est quand même pas si simple que ça. Et il faudra être assez vigilant
sur la question de savoir est-ce que oui ou non je me trouve dans une activité soit dont le traitement de données à caractère personnel est une activité de base, soit dont le traitement est vraiment indispensable et fait partie de mon cœur de métier. Il faut tout de même que ce traitement soit à grande échelle. Là encore, on n'a pas de chiffres, donc je ne peux pas vous dire à partir de combien de données collectées on arrive dans une donnée à grande échelle. Parce que ça n'existe pas. C'est vraiment une approche au cas par cas, et puis il faut un suivi régulier et systématique. Récurrence, répétition, degré d'organisation et de méthode, sachant qu'encore une fois, ça sur ce genre de notion, on y est très vite, puisque la simple conservation, le simple hébergement, le simple effacement, c'est déjà du traitement. Mais même si vous n'y êtes pas, vous pouvez désigner un DPD. Sachant que ce DPD peut être mutualisé, si vous êtes dans le cadre d'un groupe, on peut avoir un DPD par groupe, sous réserve que celui-ci soit facilement joignable et puisse facilement se déplacer dans les différentes entités du groupe. Vous pouvez aussi opter pour un DPD qui soit certes interne, c'est-à-dire que vous désignez un salarié de votre société et vous lui mettez une deuxième casquette qui est la casquette DPD, ou alors un personnel ou une entité externe. Sachant que notre DPD, on ne lui demande pas d'avoir des qualifications particulières, si ce n'est que, évidemment, il doit être désigné en fonction de ses qualités professionnelles et de ses connaissances, y compris juridiques, du RGPD. Normal. Ce délégué à la protection des données, eh bien, il va reprendre le costume du SIL, c'est-à-dire surtout être la personne qui va veiller à la bonne application du RGPD au sein de votre structure, qui va veiller à diffuser l'esprit RGPD au sein de la société, dans une approche de conseil, de suivi certes, mais aussi dans un rôle d'interface entre votre structure et la CNIL. Ce n'est pas un espion de la CNIL, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est en capacité de faciliter les échanges entre la CNIL et la société, qui va être tenu régulièrement au courant, qui va être formé, donc qui va être au top du RGPD des dernières lignes directrices. Alors, ce qui est moins drôle, les contrôles et les sanctions. Parce que s'il y a un règlement, il va falloir le contrôler et éventuellement sanctionner. Le choix qui a été fait, c'est de garder dans chaque État membre les autorités nationales telles qu'elles existaient, c'est-à-dire chez nous en France, la CNIL. Donc la CNIL, non seulement continue à exister, elle va même voir ses pouvoirs renforcés. Alors pourquoi ce choix a été fait? Parce qu'on pourrait se dire, on a un règlement européen, autant créer une super CNIL européenne. Parce qu'on a tous le même texte, donc autant avoir la même structure pour tout le monde. Le choix a été fait de garder dans chacun des pays des CNIL, ou l'équivalent, parce que ça marchait très bien. Madame Schroeder a parlé tout à l'heure du G29, qui existe depuis un certain nombre de temps, même bien avant le RGPD, et effectivement qui a grandement contribué à l'émergence de ce RGPD. Ça marchait très bien, donc on garde ce système-là. Donc en France, la Commission nationale informatique et liberté reste l'interlocuteur principal et reste l'autorité qui a le pouvoir de contrôle et de sanction. C'est une autorité administrative indépendante qui existe depuis 1978. Ces missions, elles sont assez connues, assez classiques en tout cas. Tout d'abord, informer. Et là, on le voit dès qu'on arrive sur le site de la CNIL. Informer sur l'arrivée du RGPD pour ce qui concerne les professionnels. Informer sur les droits en ce qui concerne les personnes physiques, les consommateurs, les protéger en leur rappelant quels droits elles peuvent exercer, accompagner les professionnels dans la mise en place du RGPD par exemple, les conseiller et puis contrôler, sanctionner quand ça va un petit peu moins bien. Bon là vous voyez grosso modo la composition de la CNIL, c'est 18 membres, un petit peu de tous les horizons de la sphère publique. Donc on a 6 magistrats, 5 personnalités qualifiées qui sont des universitaires, 4 parlementaires, 1 membre de la CADA et 2 membres du CESE. Alors le pouvoir de contrôle de la CNIL. Ce pouvoir de contrôle, il est relativement étendu. Je dirais même qu'il est étendu de façon exorbitante. Le pouvoir de contrôle de la CNIL est plus étendu que celui de la police judiciaire. Il s'exerce sous aucun contrôle judiciaire. C'est la CNIL et la CNIL toute seule qui a le contrôle de l'opportunité, enfin qui a le levier de l'opportunité en main et qui est tout à fait libre ensuite de pouvoir contrôler qui elle veut, quand elle veut et comme elle le veut. Différents types de contrôle, sur place, sur pièce, sur audition, en ligne. En 2016,
pour vous donner un ordre d'idée, 430 contrôles de la CNIL. Donc c'est pas rien, quand même un peu plus que 1 par jour. Différentes modalités de contrôle. Contrôle sur place, c'est la CNIL arrive, 6 h du matin, c'est comme les policiers, hop, ils arrivent chez vous et ils contrôlent. Et ils peuvent tout contrôler. C'est-à-dire qu'ils ont accès à strictement tous vos locaux, vos fichiers, vos postes informatiques, tout. Et si vous vous entravez, délit d'entrave à la CNIL, 1 an de prison. Encouru. Et une amende. Donc sur place, c'est la majorité des contrôles. 300 contrôles en 2016. Donc presque 1 par jour ouvré. Sur pièce, la CNIL vous demande des pièces. Typiquement, demain, elle pourra vous demander de mettre à disposition le registre, que vous aurez bien tenu. Sur audition, vous convoque 8 jours avant, vous venez discuter. Elle ne peut pas vous mettre en garde à vue. Contrôle en ligne. Une centaine ont eu lieu en 2016. Donc en ligne, c'est quoi? Elle prend l'ordinateur, elle voit ce qui se passe sur les sites. Elle n'a pas le droit de venir hacker vos traitements en disant « Ah, vous voyez, j'ai hacké votre traitement, c'est dire qu'il est mal protégé. » Non. Elle peut faire juste ce qu'un internaute peut faire. Sachant que ces modalités de contrôle sont cumulatives, on peut tout à fait vous demander des pièces, et puis vous auditionner, et in fine, venir vous contrôler sur place. Alors, juste un petit, pour finir sur les contrôles, il y a des moyens, on est entre nous, de ralentir un petit peu le contrôle sur place. Donc, le bon réflexe, si vraiment il y a un contrôle et qu'il y a des choses potentiellement qui ne vont pas, vous appelez votre avocat, et l'avocat vous pourra s'opposer. Dans ce cas-là, le juge de la liberté de la détention sera saisi. Inutile de vous dire qu'à Metz, à mon avis, le juge de la liberté de la détention, des contrôles de la CNIL, il n'en voit pas tous les 4 matins. Donc le temps qu'il se réveille, qu'il mette un stop à tous les dossiers qu'il a d'ores et déjà dans la journée, que vous alliez devant lui, que vous alliez plaider, s'il vous rend une ordonnance qui confirme le contrôle, vous pouvez tout de suite faire appel en saisissant le premier président de la cour d'appel. Il y a moyen de gagner du temps pour faire ce qu'il faut. Voilà. Bon, on peut en parler après. La coopération européenne, Mme Schröder l'a un petit peu évoqué. On reste sur les réseaux actuels de CNIL. D'accord? Donc ça ne change pas. Si l'enquête est une enquête transfrontalière, ça peut arriver. Peut-être vous faites partie vous-même de groupes dont différentes entités sont réparties dans l'Union européenne. Dans ce cas-là, c'est l'établissement principal du groupe en question qui va être pris en compte pour désigner l'autorité chef de file. Voilà, et puis tout ça se coordonne, et puis Mme Schröder avait parlé du CEPD, là, qui est la nouvelle structure, qui est en fait la consécration du G29, qui était avant tout une structure informelle et qui devient une structure formelle dans le RGPD. Alors les différentes sanctions, ça a été abordé, je vais aller assez rapidement. Jusqu'à présent, jusqu'au 25 mai 2018, les sanctions c'est quoi? C'est des sanctions d'avertissement, de mise en demeure, des sanctions pécuniaires, d'injonction de retrait de l'autorisation. Dans une logique de gradation, évidemment. Le but, c'est pas de vous taper tout de suite. C'est que quand ça va pas, on fait un avertissement. Si on veut un peu vous mettre la pression, on fait un avertissement public. Après, on vous met une mise en demeure. Et si vraiment ça va pas, on met des sanctions pécuniaires. Jusqu'à présent, comme ça avait été dit, 150 000 € maximum. Et effectivement, les 2 amendes maximum qui ont été délivrées par la CNIL, c'est Google, parce qu'ils ne respectaient pas le droit à l'oubli, et c'est Facebook, c'était 150 000 €. Alors autant vous dire que Google et Facebook, 150 000 €, ils ne les sentent pas. Ok. Bon, il y a l'effet qui se coule quand même, c'est-à-dire que tout ça, les sanctions de la CNIL sont des sanctions administratives. Donc si on veut vraiment vous embêter, on peut en plus saisir le parquet, ce qui vous expose à des sanctions pénales, puisque on a un arsenal également pénal dans le code pénal, pour punir les violations des règles de la loi informatique et liberté qui va devenir le RGPD. Alors bien souvent en fait la CNIL ne le fait pas parce qu'elle est trop jalouse de ses pouvoirs pour se départir, ne serait-ce qu'en partie, au parquet. Maintenant le RGPD prévoit des niveaux de sanctions pécuniaires, parce que le RGPD ne prévoit que des sanctions pécuniaires qui sont plus élevées. Et autrement plus élevées, ça a été dit par Mme Schröder, donc on a 2 types de montants, hein, 2 types d'amendes, de niveaux, en fonction de la gravité. Niveau 1, 10 millions, 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Niveau 2, 20 millions, 4% du chiffre annuel mondial. Le RGPD, c'est ce qu'il prévoit. Ça veut dire qu'en France, on va garder, en plus des sanctions pécuniaires, notre arsenal d'autres sanctions. Avertissement, mise en demeure, injonction de cesser le traitement.
Et pour finir, on va parler, presque dans les temps, pour finir, on va parler du transfert de données en dehors de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que dans l'Union européenne, c'est bien, c'est open bar, on a tous le même règlement. Donc le principe transfert libre au sein de l'Union européenne, transfert interdit, alors interdit, je nuance, j'aurais dû mettre transfert un peu moins libre, voire des fois beaucoup moins libre, en dehors de l'Union européenne. Bref, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous avez ici la carte du monde vue depuis la Commission européenne. Quand elle regarde le monde et qu'elle met ses lunettes données personnelles, elle voit le monde comme ça. Alors vous avez bien compris que le bleu foncé, c'est les bons élèves. C'est nous. C'est-à-dire qu'on estime qu'on a le meilleur standard de protection des données personnelles. Or, ce n'est pas que du chauvinisme mal placé, c'est quand même le cas. En tout cas, au niveau des contraintes, c'est clairement nous qui avons les plus grosses contraintes. Vous voyez que c'est non seulement l'Union européenne, mais c'est un peu plus que ça. C'est même l'espace économique européen, parce que le RGPD s'applique dans l'espace économique européen. Donc la Norvège, on la met, l'Islande, on la met. Vous avez ensuite les pays qui sont en bleu ciel, bleu plus clair. Ce sont les pays qui sont, les États, qui sont considérés comme États adéquats. Et ça, c'est très important, parce qu'en dehors de l'Union européenne, la Commission européenne va faire un distinguo entre les États dits adéquats, donc ceux qui proposent des standards de protection adéquats à ceux que l'on connaît en Europe, et puis tous les autres. Alors les États adéquats, alors vous voyez, l'Amérique latine quand même assez surprenante, hein. L'Argentine, on devine le Paraguay, le Canada, et les États-Unis avec un bémol, avec un gros bémol, c'est que les États-Unis sont en bleu ciel seulement si le transfert de données se fait par ou vers des entités, des sociétés qui sont inscrites sur le Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'est une espèce de méga charte informatique qui prévoit un standard de protection des données personnelles sur la base uniquement du volontariat. En fait, tous les gros GAFA y sont. Ce qui leur permet d'être considérés dans la catégorie des États adéquats. Non seulement, mais sous réserve, sous une grosse réserve, c'est que pour faire partie du Privacy Shield, il faut dépendre soit du FTC, Federal Trade Commission, soit Department of Transport. C'est-à-dire que tout ce qui est banque, assurance, société de télécommunications ne font pas partie du Privacy Shield, c'est-à-dire ne sont pas dans le bleu ciel. Ce qui est quand même pas rien. Alors, le RGPD a ce gros avantage aussi, donc, ça je vais aller vite, a ce gros avantage aussi d'assouplir très largement le transfert en dehors de l'Union européenne. Parce qu'avant, c'était très compliqué. En fonction des traitements, il fallait repasser par la CNIL, soit par une information, soit par une demande d'avis, soit par une demande d'autorisation. Maintenant, c'est un peu plus simple. Soit vous faites partie d'un État adéquat, vous transférez vers un État adéquat. Là, c'est très bien. Comme c'est un État adéquat, on considère que les données ils sont suffisamment protégées pour que les transferts puissent se faire. Ce qui va être un peu plus compliqué, c'est quand vous allez transférer vers des États réputés non adéquats. Donc dans ce cas-là, on va demander aux responsables de traitement, donc ça peut se faire, c'est moins compliqué qu'avant, mais comme l'État en lui-même n'apporte pas les garanties appropriées, on va demander à vous, responsables de traitement, de suppléer l'État, en apportant vous les garanties appropriées. Alors comment vous allez le faire? Tout simplement par la voie contractuelle. C'est-à-dire que contractuellement, soit en informant la personne qui fait l'objet de votre collecte, soit en informant votre client si vous êtes dans un prestataire de service, soit l'autre entité du groupe si c'est un transfert de données entre différentes entités d'un même groupe, on va vous demander de passer par un instrument, un véhicule contractuel. Donc ça peut être soit un contrat en tant que tel, soit des règles d'entreprise contraignantes si vous faites l'objet d'un même groupe, en reprenant des clauses types qui sont proposées par la Commission européenne, ou en encadrant tout ça d'un code de conduite, d'une charte, etc. Donc on passe par le contrat. S'il n'y a pas de contrat, alors déjà il faut le faire. Non, je ne veux pas contracter. Ok. La personne concernée, dans ce cas-là, vous pouvez quand même retomber sur vos pattes, mais elle doit avoir consenti explicitement au transfert de données. Voilà, est-ce que vous acceptez que vos données soient transférées en Ouganda, par exemple, et j'ai besoin de votre consentement express pour la simple et bonne raison qu'exposait tout à l'heure Madame Chauder, c'est que de toute façon, c'est moi qui aurai la charge de la preuve. Et si vraiment
exception de l'exception, dérogation de dérogation. Vous n'avez pas satisfait à tout ce que je viens de vous dire. Si le transfert n'est pas répétitif, s'il concerne un nombre limité de personnes et si les intérêts sont légitimes et impérieux, vous pouvez quand même transférer des données. Je prends un exemple tout bête. Il vous arrive un accident en plein milieu d'un safari en Afrique. D'accord ? Vous êtes soigné dans un premier hôpital où on va collecter un certain nombre de données sur vous qui sont des données médicales. Vous êtes transféré vers l'Europe. Ah ben non, transférez pas mon dossier parce que le RGPD a dit que on n'est pas dans le cadre d'un contrat ou de règles contraignantes. Non, évidemment, les intérêts légitimes et impérieux de la personne sont en œuvre, et ô combien. Donc effectivement, le transfert de données peut et doit se faire. Oui, alors en fait, bon, Madame Schroeder l'avait dit dans sa présentation, il faut bien avoir en tête que le champ d'application, il est extrêmement extensif. Il est extrêmement large. C'est-à-dire que déjà sur la donnée personnelle, comme on vous l'a dit, on est bien sur des données qui concernent directement ou indirectement, et j'ai envie de dire, voire très indirectement, une personne physique. C'est-à-dire que dès lors que derrière une donnée se cache in fine une personne physique, vous êtes dans le cadre d'une donnée personnelle. Je prends votre exemple, tout ce qui est géolocalisation, les simples données de géolocalisation, dès lors qu'on géolocalise une personne, on est évidemment dans la donnée personnelle. Et donc dans un traitement de données à caractère personnel, puisque derrière on la traite, on l'exploite, on la conserve. Et la notion de traitement est également extrêmement large. J'ai l'habitude de dire, dès qu'on touche une donnée personnelle, on est en traitement, mais ça va même au-delà de ça, puisque le simple fait de conserver, d'héberger, de transférer une donnée personnelle nous fait rentrer dans le champ d'application, actuellement la loi informatique et liberté, et demain du RGPD, puisque le champ d'application reste le même en fait. Le RGPD consacre... on pourrait faire un comparatif entre l'article 1 du RGPD et l'article 1 de la loi informatique et liberté de 78, on serait quasiment à la virgule près sur le même texte. Donc pour vous répondre, oui, vraiment. Alors déjà, vous devez indiquer et informer les personnes, donc via vos conditions, que tout ou partie des données que vous collectez sont susceptibles d'être transférées à une tierce personne. Et ensuite, moi, à mon sens, d'après ce que vous me dites, si vous avez mis en place une confidentialité autour des données, qui sont des coordonnées des personnes en réalité, moi, ça me semble suffire en termes de mesures de sécurité, en tout cas, être suffisamment approprié. Très bien, merci. Peut-être préciser que votre fournisseur doit bien sûr être lui-même conforme au RGPD. Donc je vous invite franchement à relire votre contrat avec votre fournisseur pour voir quelles sont éventuellement les responsabilités de chacun de vous, de lui. Et en toute nécessité, vous devez lui demander s'il a pris lui-même les précautions nécessaires pour être conforme au RGPD. Alors 2 fois oui. Donc bien sûr, il existe tous les antivirus, les suites de sécurité que peut vous fournir votre fournisseur d'accès à Internet ou autre. Demandez à votre prestataire, mais enfin ça doit être compris. A priori, un prestataire qui ne fournit pas de suite de sécurité, faut changer de prestataire tout de suite. Mais ça doit être dans les contrats et relisez encore une fois les contrats pour voir s'ils sont bien RGPD friendly, comme on dit. Oui, des suites de sécurité, ça existe. Alors après, on peut rebondir effectivement sur, comme je disais, une bonne hygiène, les règles d'hygiène de sécurité informatique. Là, je vous
peut-être vous invite à aller sur le site de l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, où pour les particuliers et les TPE ou les PME, on donne des guides disant ben voilà comment faire attention à son système d'information, mettre les pare-feux, les antivirus qui vont bien, ne pas répondre forcément aux mails sans réfléchir qui est l'expéditeur du mail, enfin voilà un certain nombre de règles de bonne hygiène, comme on dit, informatique. La problématique là, c'est que, à mon sens, vous êtes sur la collecte de données effectivement sensibles, des données de santé, etc. Après, est-ce que vous checkez le critère de collecte à grande échelle et systématique? D'après ce que vous me dites, ça va vérifier. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, à mon avis, l'obligation est toute relative en ce qui vous concerne. Voilà. Après, évidemment, voilà, c'est un échange assez bref, mais à vérifier évidemment. Mais à première vue, comme ça. Votre première question, elle aborde les obligations, je parle sur votre contrôle, les obligations d'information et des droits qu'on doit porter à la connaissance des personnes. Sachant que ça, c'est pas une nouveauté RGPD. Non. Voilà, donc, alors, normalement, c'est des obligations qui doivent d'ores et déjà être satisfaites. Il est très clair que si ça n'a pas été le cas, moi je vous engage... Et justement, l'arrivée du RGPD peut être l'occasion de refaire un petit peu les choses bien. Je vous engage à le faire pour la simple et bonne raison que c'est vous qui, en cas de litige, c'est vous qui devrez en justifier. Justifier qu'à un moment donné, le mieux c'est au moment de la collecte, mais bon, qu'à un moment donné, les informations, donc toutes les informations et les accès aux droits ont bien été notifiés aux personnes concernées. Voilà, si c'est déjà fait, à la limite, la seule chose qui change, c'est qu'il y a un droit qui apparaît en plus, c'est le droit à la portabilité. Bon, on n'aura pas à vous embêter si dans votre clause, hein, disons les choses, vous avez énuméré tous les droits, mais qu'il n'y a pas le droit à la portabilité. Bon. C'est vraiment à vous de déterminer en fonction de la finalité et proportionnellement à cette finalité que vous vous assignez, quelles vont être les modalités, et notamment donc la durée de conservation, du traitement. Alors pour vous aider, mon conseil, c'est que, je vous disais, hein, jusqu'au 25 mai, il y a une obligation de déclaration à la CNIL. Alors, bon, ça va disparaître. Mais ce qui est pas mal, c'est que la CNIL, dans le cadre de ses obligations de déclaration, avait mis en place un certain nombre de normes simplifiées. Voilà. Pour les fichiers clients, typiquement, c'est la norme simplifiée 48. Bon. Ce qui est pas mal dans ces normes simplifiées-là, c'est que la CNIL donne des avis. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, à mon avis, quand on fait du fichier client, la bonne durée de conservation, la durée de conservation qui me paraît raisonnable, c'est 2 temps. Voilà. Quand je fais de la géolocalisation, je prends un exemple, quand je fais de la géolocalisation de véhicules, j'ai un parc de véhicules au sein de ma société, si je veux géolocaliser ces véhicules-là, la bonne durée de conservation, c'est 2 mois. Voilà, parce que la CNIL dit, voilà, c'est 2 mois. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire pas plus, pas moins, mais si vous mettez 2 ans, vous voyez, on n'est plus tout à fait dans le même ordre d'idée. Donc vous avez comme ça des lignes directrices de la CNIL qui vous aident. Donc mon conseil, c'est aller voir maintenant les normes simplifiées tant qu'elles existent encore.